À la une de votre journal des tracteurs pour les producteurs de la boucle du Moun, c'est la contribution du Conseil régional à la mécanisation agricole et pour booster davantage la production, la remise des machines à suivre dès le début de ce journal. Journée mondiale de l'environnement, la célébration au plan national se déroule à Banfora. Appel est donc lancé à s'investir pour préserver la biodiversité, source de vie. Une actualité à suivre dans quelques instants. L'expertise de burkinabé au service de la gestion des déchets biomédicaux, c'est à Bobo-Dioulasso que nous irons pour découvrir l'incinérateur Wabzanga au centre de prise en charge des malades du Covid-19. Et la fièvre hémorragique qui signe son retour en République démocratique du Congo. Une 11e épidémie d'Ebola, à peine la fin de la 10e épidémie annoncée. L'Organisation mondiale de la santé ne cache pas son inquiétude. On vous en parle en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Objectif, améliorer davantage la production agricole dans la boucle du Moun, le grenier du Burkina Faso. Le Conseil régional dans la dynamique de la mécanisation agricole met à la disposition des producteurs de la région 12 tracteurs, des machines agricoles d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Le compte-rendu de la cérémonie de remise intervenue ce 17 juillet à Dédougou avec Yves Rwamba, Aïcha Dianda. 12 tracteurs modernes pour 12 coopératives agricoles de la région de la boucle du Mouhoun. Ces équipements agricoles ont coûté plus de 116 millions de francs CFA au Conseil régional de la boucle du Mouhoun. Grâce à ces équipements modernes, les coopératives bénéficiaires pourront accroître leur rendement. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir cette machine-là. Avec notre travaux qu'on faisait avant, on peut augmenter encore pour pouvoir aller devant. Parce qu'on ne peut pas travailler avec des mains vides aujourd'hui et puis beaucoup recevoir des récoltes. En 2018, nous avons donné 6, cette année 12. S'il plaît à Dieu, l'année prochaine, nous allons donner plus de 12. Nous allons aller à 24. Parce que notre vision, c'est de couvrir toutes les communes. Et notre vision aussi est étroitement liée à celle de son Excellence, le président du Faso, qui veut que l'agriculture au Burkina Faso soit modernisée. En plus d'accroître les rendements agricoles du grenier du Burkina, ce matériel va réduire la souffrance des producteurs. Le chef du département de l'agriculture appelle les bénéficiaires à faire un bon usage. Et nous voudrons vraiment remercier le conseil régional et surtout dire aux producteurs, aux coopératives bénéficiaires de prendre des dispositions pour mieux utiliser ces tracteurs afin que ça puisse permettre à d'autres coopératives d'en bénéficier. Ces tracteurs sont subventionnés par l'État burkinabé à 45% et l'échéance des remboursements est de 3 ans pour chaque coopérative. Le programme 1 million de tonnes de riz du président du Faso pour cette campagne est en marche dans le sud-ouest. La région compte produire au moins 27 000 tonnes. Nous marquons un arrêt dans le Yoba. Pour évoquer ce défi, la province dispose de 700 hectares destinés à la riziculture. Comment le programme se décline-t-il sur le terrain? Réponse avec Kassoum Tony Lambert-Soma. L'opérationnalisation de la campagne million de tonnes de riz produit dans les bas-fonds est une réalité dans la province du Yoba. À Ouizine, dans la commune de Dissine, 137 riziculteurs exploitent 55 hectares de bas-fonds. Ils ont bénéficié de l'engrais NPK et de l'urée dans le cadre de ce programme spécial. Nous avons obtenu en termes d'engrais NPK 30 sacs de 50 kg et 20 sacs d'urée. Et nous sommes confiants. Et nous nous engageons en tout cas de respecter l'initiative du président de FAS. Délaissé depuis plusieurs années, le bas-fond de Komana, toujours dans la commune de Dissine, renaît de ses cendres. Les 20 hectares de ce site ont été entièrement labourés par un tracteur. Justement, le labour des bas-fonds est un axe clé du programme 1 million de tonnes de riz produit dans les bas-fonds. À l'aide de la labour du tracteur. Ça nous a vraiment aidé. Avec ce que vraiment on a vu, voilà, le travail déjà qui a commencé, voilà, on a l'espoir pour qu'on va atteindre notre objectif cette année.
Aménagé en 2019 par la Fondation Drayer, le bas-fond de Bankandi 2 dans la commune de Dano a une superficie de 19 hectares. Les 114 producteurs sont bénéficiaires du programme 1 million de tonnes de riz. En plus de l'engrais NPK et de l'urée, ils ont reçu de la semence certifiée, le troisième axe de cette initiative. À Bankandi 2, comme dans la plaine de Moutori et sur les autres sites, ce sont des centaines d'hectares de riz qui seront emblavés par les producteurs affiliés à la Fondation Drayer. Nous avons reçu 60 tonnes d'engrais NPK et 35 tonnes d'engrais urée que nous devons maintenant placer auprès de nos producteurs. Nous-mêmes, nous avons aménagé 508 hectares de bas-fonds. Et en collaboration avec en tout cas la direction régionale, il y a un certain nombre de bas-fonds qui avaient été amenés par d'autres partenaires. Ces bas-fonds-là, parce que les gens n'achetaient pas le riz, il y avait une petite léthargie. Donc nous avons en tout cas essayé de reprendre ces bas-fonds, en tout cas pour une superficie de 200 hectares. Donc tout cet ensemble d'aménagements sont concernés par l'initiative 1 million de riz. Mais aujourd'hui avec cette initiative, il y a eu encore de l'engouement. Donc à l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous avons près de plus de 700 hectares dans le Yoba qui sont concernés par cette initiative. À l'échelle régionale, grâce à l'initiative 1 million de tonnes de riz produits dans les bas-fonds, les prévisions de production sont passées du simple au double. Initialement, nos objectifs de production en riz tournaient autour de 14 000 tonnes. Voilà. Mais avec l'initiative au produit 1 million de tonnes de riz, on est passé de 14 000 tonnes à 27 000 tonnes qu'on doit produire au titre de la présente campagne agricole pour la région du Sud-Ouest. Une chose est de produire, l'autre est de pouvoir écouler la marchandise. Le regard des producteurs de riz est tourné vers les marchés publics de l'État, notamment celui des cantines scolaires. Et côté gestion de l'eau, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 s'est fait sentir sur le secteur durant ce premier semestre de l'année 2020. Selon le comité de revue du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau, nous suivons le point de l'évaluation faite ce vendredi à Ouagadougou avec Souleymane Sanou et Maxime Zongo. La disponibilité de l'eau et sa gestion est un défi permanent à relever. Pour faire face à cette problématique, le Burkina Faso a adopté l'approche gestion intégrée des ressources en eau. Tout un programme qui se décline en plusieurs phases. Et cette rencontre de Ouagadougou est destinée à évaluer la performance du premier semestre 2020 de la phase 2016-2020. Il y a eu des actions qui ont été menées. Donc il s'agit d'apprécier concrètement effectivement la pertinence de ces actions. Est-ce que ces actions-là cadrent avec les indicateurs qui avaient été définis? Contribuer à la satisfaction en eau des populations, voilà l'ambition de ce programme. Un programme adopté par le Burkina pour répondre aux objectifs des ODD. L'objectif principal, c'est en tout cas de contribuer à la satisfaction des besoins en eau des populations et puis des écosystèmes à travers une bonne gestion des ressources en eau et à travers la mise en place de structures donc au niveau des bassins, donc pour essayer de coordonner et de mettre en œuvre donc l'ensemble des actions qui vont concourir à une gestion donc durable des ressources en eau du pays. L'un des défis fondamentaux qui reste à relever selon le secrétaire permanent du programme, celui du respect de la réglementation. Et l'une des réponses, la création du service de la police de l'eau qui sera chargé de sensibiliser mais aussi de réprimer en cas de besoin. Et la facturation de l'ONEA qui suscite interrogation et inquiétude des consommateurs. Nous allons à Bobo Dioulasso pour une séance d'explication entre les responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement et la Ligue des consommateurs. Une démarche bien accueillie par les consommateurs, nous disent Drissa Traoré et Karim Sissi. Dialogue direct entre responsables de l'ONEA et des consommateurs. Une rencontre voulue par la Nationale de l'Or Bleu. Au menu, les désagréments observés par les populations sur les factures des mois de mars et d'avril 2020 de l'ONEA. Qui était lié en partie à l'impossibilité pour nos releveurs de sortir pendant la période du Covid-19. Donc ce qui a fait que les délais ont été prolongés dans la relève et naturellement ça a affecté les factures. Nous nous sommes excusés au niveau des consommateurs
Et à terme, nous nous attelons à corriger la facture pour que les gens puissent payer vraiment ce qu'ils doivent à l'ONEA. Cette démarche de l'ONEA est bien accueillie par les premiers responsables de la Ligue des consommateurs. C'est l'occasion d'avoir des informations fiables au profit des populations. Les factures du mois de mai et d'avril sont annulées. Annulées, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les payer, mais ça veut dire simplement que c'est des factures qui vont être reprises de façon à refléter beaucoup plus la réalité. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y aura beaucoup moins de plaintes. Et si d'aventure donc des gens venaient à payer beaucoup plus que ce qu'ils devaient au regard de la nouvelle facturation, le reliquat sera reporté donc dans les factures ultérieures. La nationale de l'or bleu entend travailler à toujours consolider un climat de confiance entre elle et sa clientèle. Dans cette perspective, une sortie de terrain avec l'ensemble des participants sur la station de pompage de l'ONEA est prévue à l'issue de cette rencontre. Question de permettre aux invités de toucher du doigt les réalités des travailleurs de la nationale de l'or bleu. Tous unis pour la préservation de la biodiversité, source de vie, c'est le thème national de la Journée mondiale de l'environnement au Burkina Faso, un thème qui sonne comme une interpellation. L'événement réunit ce vendredi les acteurs de l'environnement à Banfora, les temps forts de la célébration avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romen qui... Inondations, feux de brousse, invasion de criquets, pour ne citer que ceux-là, sont quelques catastrophes dues aux actions anthropiques. Une situation qui inquiète et interpelle les différents acteurs engagés dans la lutte contre la destruction des ressources environnementales. Et à cette 48e journée mondiale de l'environnement, célébrée en différé ici à Banfora dans les Cascades, il est question de s'unir pour la préservation de la biodiversité, source de vie. L'environnement au Burkina Faso est confronté à un certain nombre de problèmes anthropiques, dit bien sûr à l'action de l'homme, mais également dit aussi au changement climatique. Donc c'est pour demander à tout un chacun d'être éco-citoyen et bien sûr de préserver l'environnement. L'occasion est également saisie par les responsables en charge des questions environnementales de lancer la journée nationale de salubrité et d'interpeller les responsables d'entreprises, les collectivités territoriales, afin que tous jouent pleinement leur rôle dans la préservation des ressources naturelles. C'est vrai, on l'a toujours dit que l'environnement est un comportement. Ça veut dire que ça demande à chacun, bien sûr, de s'engager. Et ce que nous l'avons toujours dit, le gouvernement met en œuvre la politique, mais demande à chaque citoyen d'apporter sa pierre à l'édifice, bien sûr, à la préservation de cet environnement. Donc pour nous, à l'endroit des collectivités, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une décentralisation totale au Burkina Faso. C'est également la responsabilité des collectivités face à un certain nombre de problèmes qui se posent au niveau de l'environnement. À la société civile, c'est leur devoir également, citoyen, de pouvoir, bien sûr, interpeller les acteurs lorsque notre environnement se sent en danger. La célébration de la Journée mondiale de l'environnement a servi de cadre pour remettre du matériel d'assainissement aux communes de Niangologo, Sendou, Banfora et à la direction régionale de l'environnement des Cascades. Une direction qui a bénéficié d'une clôture inaugurée ici par les premiers responsables. Autre actualité, les promoteurs immobiliers du Burkina Faso face à la presse à Ouagadougou, organisé en association avec pour ambition d'assainir le milieu. Les promoteurs immobiliers abordent plusieurs sujets avec les hommes de médias, dont celui du prix élevé des terrains au Burkina Faso. Suivons le compte rendu complet des échanges avec Amadou Ilboudou et Vincent Kendrebego. Dans le domaine de la promotion immobilière, une association est née, l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina, APIB. À travers ce point de presse, la PIB se dévoile au public avec pour objectif de mieux organiser et d'apporter des innovations à leur secteur d'activité. La contribution au développement du secteur privé, la formation des membres, les échanges entre promoteurs, d'une part, entre promoteurs et l'État, afin d'apporter des solutions idoines aux problèmes de logement et mieux encadrer
le secteur de l'immobilier. Apporter des solutions adéquates à la procédure administrative, telle la mise en place du guichet unique de la promotion immobilière. L'occasion pour la presse de soulever certaines préoccupations, notamment le mécontentement de certains souscripteurs aux offres des promoteurs immobiliers. Des clients parfois mécontents de la lenteur dans la satisfaction de leurs demandes. Et les intéressés s'expliquent. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de dialogue, de concertation, de rencontre avec nos ministres ou même avec les directions techniques qui s'occupent de la promotion immobilière. Nous avons des dossiers qui ont fait 3 mois, 6 mois, même plus d'1 an, sans réponse. C'est ça le blocage en réalité. Nous sommes conscients de l'association, c'est pour défendre nos droits. L'association des promoteurs immobiliers de Burkina a officiellement vu le jour le 15 mai dernier. Et à travers ce point de presse, l'association appelle à l'union de tous les professionnels intervenant dans ce domaine afin de faire de la promotion immobilière une activité plus organisée, plus prospère et qui répond au mieux aux attentes de la clientèle. Promouvoir la cohésion sociale au sein des établissements sanitaires, cela passe par un service de soins de santé de qualité, mais aussi par un système de dialogue de résolution des plaintes à l'interne. Au centre hospitalier régional de Tinkodogo, l'on réfléchit à l'installation d'une cellule d'enregistrement de plaintes. Les résultats de la réflexion sont présentés à Hassan Guébré et Tanga Kafandou. Les usagers non satisfaits des qualités du service du CHR de Tinkodogo pourraient formuler et déposer leurs plaintes à l'interne grâce à la mise en place du dispositif qui fait l'objet de réflexion à cet atelier. Un dispositif d'enregistrement des plaintes qui répond à un devoir de redevabilité citoyenne selon les responsables du CHR. Après 2 jours de travaux, c'est l'architecture de la cellule qui est dessinée. Nous nous réjouissons d'autant plus que dans les travaux de groupe, nous avions en tout cas l'ensemble des chefs de service du CHR de Tinkodogo et l'ensemble des surveillants d'unités de soins qui ont participé en tout cas à ces travaux ayant abouti à ce résultat qui est la mise en place d'une cellule. Donc ça veut dire que déjà le personnel de santé du CHR de Tinkodogo s'approprie déjà ce qui va être mis en place. En tout cas, après cette décision courageuse, que soit mise en place une cellule qui puisse déjà apprécier même le comportement du personnel de santé du CHR de Tinkodogo. Vous savez que le domaine des soins, c'est un domaine très sensible. Et bon, les plaintes peuvent être multiples et multiformes. Et quand la population n'est pas satisfaite, il y a des remous. Et ce que nous sommes venus apporter comme appui, c'est pour permettre à ce qu'il y ait une cohésion sociale. Les résultats de ces travaux constituent le premier pas dans la procédure en attendant de dérouler les prochaines étapes qui vont consister à la création, à la composition et à la rédaction des modalités de fonctionnement de la cellule, selon le directeur général du CHR. Un incinérateur qui fonctionne sans électricité et qui peut réduire en cendres 1 à 2 tonnes de déchets par jour. C'est une trouvaille burkinabé pour aider à la gestion des déchets médicaux du Covid-19. L'incinérateur Wabzanga est accueilli avec soulagement par le personnel du centre de prise en charge des malades du coronavirus à Bobo-Dioulasso qui commençait à être débordé. Manékahien Karim Sissé nous présente le dispositif. Des déchets biomédicaux prêts à être réduits en cendres. Au quotidien, c'est une quantité importante de déchets de ce type que produit le centre de prise en charge des malades du Covid-19 de Bobo-Dioulasso. Un rythme que n'arrivait pas à suivre l'incinérateur dont disposait le centre. Avec l'avènement du Covid-19, donc tous les déchets issus du site de prise en charge étaient stockés et traités avec un incinérateur mobile qu'on a eu à bénéficier. Mais sa capacité est très faible, donc si bien que les déchets ne faisaient que s'accumuler, atteindre vraiment un certain stock, on avait des difficultés à pouvoir gérer ça. Le cri de cœur des agents a eu un écho favorable avec ce nouvel ouvrage. Comme l'indique son nom qui signifie « mange tout amouré », Wabzanga a une capacité de traitement de 1 à 2 tonnes par jour. Et même des déchets, quand vous les incinérez, en fait, vous voyez, rien ne ressort, tout est parti. Parce que c'est tellement... La température vous monte parfois jusqu'à 1000 degrés. Donc parfois il y a des déchets qui ne sortent pas.
Et bon, avec 100 kilos de déchets, et des fois vous avez moins de 2 kilos même de la cendre. Il est économique et moins polluant. La fumée qu'il dégage est traitée avant de se retrouver dans la nature. Son installation au centre de prise en charge des malades du Covid-19 de Bobo-Dioulasso a amélioré la gestion des déchets biomédicaux. Et pour le personnel du service d'hygiène de ce centre, c'est un ouf de soulagement. Je dis que ce qu'on avait était de petite capacité et aussi l'utilisation aussi facile. L'autre, en cas de coupure d'électricité, on avait souvent des problèmes. La preuve en est que c'était tombé en panne plusieurs fois puisqu'il y avait coupé d'électricité alors que ça marchait. Et quand le courant est venu, bon, ça lâchait carrément. Alors que celui-là, bon, on peut l'utiliser sans électricité et c'est un grand avantage pour nous. Plus de soucis à se faire donc pour le traitement des déchets dans ce centre de santé. Cela contribue à assainir le cadre de travail des agents et à une meilleure prise en charge des patients. Nous restons à Bobo-Dioulasso où les mécanismes de financement des fonds nationaux sont passés à la loupe. Objectif, revoir la gestion de ces fonds pour éviter certains doublons enregistrés chez certains bénéficiaires. Le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes qui tirent la sonnette d'alarme est donc à l'origine de cette rencontre, précisons avec Hassan Gourabou, Mané Kahien et Karim Sissé. Comment faire en sorte pour qu'un individu ne puisse pas à lui seul prendre des prêts de financement au niveau de plusieurs fonds nationaux à la fois? C'est le menu au cœur de cette concertation des responsables des différents fonds nationaux de financement mis en place par le gouvernement burkinabé pour répondre aux préoccupations des populations en matière d'accès au financement. Une rencontre initiée par le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF. Les participants ont 2 jours pour mettre en place un système qui permettra de démasquer les esprits malins en matière d'accès au financement des fonds nationaux. Pour la directrice générale du FARF, chaque fonds a ses cibles. Il faudra donc travailler à faire respecter ce principe. De cette rencontre de Bobo-Dioulasso, il est attendu des participants des propositions et recommandations concrètes pour mettre fin à ces manigances. Toutes choses qui permettraient aux fonds nationaux de financement de jouer pleinement leur rôle et d'être encore plus efficaces en termes de développement. Le Conseil supérieur de la communication dépose également, lui aussi, ses valises à Bobo-Dioulasso pour les besoins de formation de journalistes sur l'information en période électorale. C'est de la responsabilité sociale du journaliste dont il est question, nous disent Drissa Traoré et Karim Sissi. Il n'est pas rare d'observer des manquements à la loi, à l'éthique et à la déontologie en période électorale chez certains journalistes. C'est le constat fait par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Pour éviter de telles erreurs, l'autorité de régulation des médias a décidé en prélude aux élections législatives et présidentielles du 22 novembre 2020 d'outiller les hommes de médias. Et le CSC, au lieu qu'on attende que les gens fassent des erreurs en période électorale pour qu'on les interpelle ou qu'on les sanctionne, a voulu être proactif en organisant ces formations en amont pour attirer l'attention des journalistes et des médias sur les dérives qu'ils pourraient faire en période électorale et leur donner un certain nombre d'outils pour éviter ces écueils-là. Les élections de 2020 se déroulent dans un contexte assez particulier, marqué par l'insécurité et les conflits intercommunautaires. Une situation qui, selon le CSC, interpelle les journalistes à être encore plus professionnels dans le traitement de l'information. Il est important que les journalistes intègrent ces éléments de contexte dans le traitement de l'information électorale. On craint qu'avec l'effervescence des élections, certains discours, certains mots que les gens auront à dire enveniment la situation, mettent de l'huile sur le feu. En somme, il s'agit pour l'autorité de régulation des médias d'attirer l'attention des participants à cette formation sur leurs responsabilités sociales en tant que journalistes. Il faut trouver les mots justes pour informer, tout en ne nuisant pas à la cohésion sociale, à la paix et à la stabilité du pays.
Hygiène et assainissement, deux éléments importants dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, mais que de nombreux promoteurs d'établissements n'intègrent pas ou alors très peu. C'est pour y remédier à ce que la Fédération nationale des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso initie cette formation au profit des acteurs du Zunouéougo. La clôture de la session de formation à Manga avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Ces remises de parchemin viennent couronner 3 jours de formation en restauration et en hôtellerie. La formation a touché une trentaine de personnes de la province du Zunouéougo. Les modules dispensés ont porté sur l'hygiène en restauration et en hôtellerie et aussi sur la protection de l'environnement à travers la gestion des déchets ménagers. Le module sur l'entrepreneuriat et le marketing, voilà, c'est un module à mon sens qui a intéressé pas mal de participants, puisque dans notre domaine, il faut savoir comment attirer la clientèle et comment fidéliser la clientèle. Nous voulons que les acteurs vraiment comprennent l'intérêt d'hygiène dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie, parce que c'est un domaine qui est incontournable. Et partout, et aujourd'hui, ça évolue plus vite. Ça demande des exigences en matière d'hygiène et d'accueil. Dans l'organisation de cette formation, la Fédération nationale des restaurateurs et hôteliers du Burkina a bénéficié du soutien financier du Fonds de développement culturel et touristique. Les questions de structuration et de professionnalisation, voilà, sont des questions auxquelles le Fonds ne ménage aucun effort donc, pour soutenir. En plus de cela, il faut dire que le projet est fédérateur, il est structurant, il a un caractère innovant. Voilà, donc autant d'atouts qui nous ont poussé donc, à financer le projet. Ces hôteliers et restaurateurs sont aussi invités à présenter leurs projets au Fonds de développement culturel et touristique afin de recevoir des financements. Un appui financier pour accompagner l'organisation des Récréatrales 2020. Le rendez-vous, c'est pour fin octobre prochain et c'est l'ambassadeur de France au Burkina Faso qui octroie cette aide financière d'environ 2,5 millions de francs CFA. Visite du site des Récréatrales suivie de la signature de convention. Le tout nous est rapporté par Nongba Kouda et Draman Dadian. Face à la maladie à coronavirus, de nombreux secteurs d'activité sont durement touchés, à l'image du secteur de la culture éprouvé. L'ambassade de France au Burkina Faso apporte ici son soutien à travers cette signature de convention avec les Récréatrales. Parce que 22 ans de Récréatrales, j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours, avec un projet aussi ambitieux. Et puis la participation des habitants du quartier, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, je trouve. Et puis surtout une dimension à la fois très locale dans le quartier, mais aussi nationale, régionale, internationale même. Les Récréatrales ont une vraie reconnaissance maintenant, des partenariats un peu partout, notamment en France. Et vraiment, je trouve que c'est une belle réussite. Donc je suis venu aussi apporter une modeste contribution, 2 millions, un peu plus de 2 600 000 francs CFA, du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à l'organisation des futures Récréatrales. Arsi Tarnagda, directeur général des Récréatrales, salue cette initiative qui, selon lui, permettra de lever l'obstacle financier lié à l'organisation des prochaines éditions. C'est un projet important, intéressant, mais un projet qui rencontre d'énormes difficultés financières. Donc toute aide est la bienvenue. Si modeste soit-elle, elle permettra de boucher des trous, elle permettra de prendre en charge les artistes. Ça nous permet un tant soit peu de prendre un formateur en charge, etc. etc. Nous avons un rendez-vous, qui sont les Récréatrales, et c'est important pour nous de tenir l'édition. C'est plus qu'important, parce que tout le monde en a besoin. Les Récréatrales 2020 sont prévues du 23 octobre au 1er novembre prochain. L'édition 2020 de l'émission de télé-réalité compétition de chansons pour enfants Star Kid est en pleine préparation. Les inscriptions sont bouclées depuis le 10 juillet dernier et les castings prévus pour démarrer le 25 juillet prochain. Donc, le comité d'organisation présente l'édition et ses innovations aux journalistes. Adama Giti ou Moussissé.
Préservons la paix pour protéger la sécurité et l'innocence de nos enfants. L'édition 3 de Star Kids fait un clin d'œil aux enfants déplacés internes du Burkina Faso. Les inscriptions de la présente édition étant bouclées, les organisateurs entendent caster les candidats le 25 juillet prochain. La justesse de la voix, la diction et le timbre vocal sont entre autres critères de sélection du casting. Et savoir jouer d'un instrument de musique serait un atout. Plusieurs innovations sont annoncées pour cette édition 2020. Les enfants de modulation ont longtemps attendu Star Kids durant les 2 premières éditions. Cette année, donc, c'est l'occasion pour eux de participer à la compétition et on n'a pas été déçus de l'avoir fait. Donc, on a reçu pas mal de candidatures de modulation. Le prochain point, c'est le prix de l'excellence scolaire. Il ne faudrait pas que les enfants se disent que le fait de participer à Star Kids pourrait leur donner l'opportunité de négliger le volet scolaire. D'où l'introduction donc de ce prix qui s'élèvera à 200 000 francs. La prochaine innovation, c'est la rediffusion sur plusieurs autres chaînes dans plusieurs autres pays. Autre innovation, la mise en place de la Star Kids Academy. Objectif, donner l'opportunité aux enfants de 6 à 17 ans de s'améliorer en chant et en musique avec l'appui de professeurs de musique. Cette formation sera gratuite et la condition est d'avoir un minimum de talent. Et avec la pandémie du Covid-19, l'équipe de coordination de Star Kids dit avoir pris des mesures pour le respect des gestes barrières. Au nombre de ces mesures, l'enregistrement des émissions sans public. La finale de Star Kids édition 3 est prévue pour le 19 décembre prochain. Hors de chez nous, une cinquantaine de cas confirmés, une trentaine de décès. La fièvre hémorragique refait surface en République démocratique du Congo, une situation qui préoccupe l'OMS. Un 11e retour d'Ebola avant la fin proclamée de la 10e épidémie. L'épidémie du virus Ebola dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo continue de s'étendre. Une hausse qui suscite une profonde inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé. L'agence onusienne a recensé 57 cas pour le moment, dont 22 décès et 16 guérisons dans 6 zones sanitaires. C'est déjà plus de cas que lors de la précédente épidémie dans cette province en 2018. La réponse à Ebola en pleine pandémie de Covid-19 est complexe. L'OMS est confrontée à un manque de financement pour prendre en charge les patients situés dans des zones reculées. Jusqu'à présent, l'agence sanitaire onusienne a mobilisé 1,75 million de dollars, de quoi tenir encore quelques semaines. Un soutien supplémentaire est donc nécessaire pour intensifier rapidement ces efforts. En dépit de cette hausse, plus de 12 000 personnes ont été vaccinées en 6 semaines. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Une très belle soirée à tous. L'information revient à 23h avec Amandine Lalsaga.